Cool. Alors je sais pas si on nous entend ou pas. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a déjà du monde qui est connecté. Bienvenue. Ah, on a Pierrot la Lune qui nous dit bonjour. Salut. Oh là là, mais il y a du monde. Et ben bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui un live un peu entre guillemets exceptionnel puisque ça commence à devenir une petite habitude, mais on a un invité cette semaine avec Jérôme. Alors sans plus tarder, je vais afficher Jérôme, voilà, comme ça je me sentirai moins seul. Bonjour Jérôme, bienvenue ici. Euh, Salut tout le monde. alors j'espère qu'on entend bien Jérôme et qu'on nous entend tous très bien. Hop, je vais Ouais, essayer de gérer les niveaux de son. N'hésitez pas à me dire moi je t'entends si tout très va bien, bien. écoute, hein. Normalement, il n'y a plus trop de musique là. Je t'entends très bien, par contre, moi je vois absolument pas le live. Euh, Est-ce qu'il faut que je me mette sur le lien en même temps? Alors, tu peux, si tu coupes le son, ça te permettra par exemple d'interagir avec le chat. Sinon, je Mais te laisse gérer. voilà, sinon c'est pas très grave en soi. Ok, on va faire comme ça. Ok. Et bien du coup, bienvenue Jérôme. Alors je suis très content de t'accueillir ici et on va petit à petit détailler les différentes raisons pour lesquelles tu es là. Euh, mais du coup, pour te présenter en quelques mots, et puis après je te laisserai prendre la parole et le faire mieux que moi. Mais donc Jérôme est Senior SEO Strategist chez OnCrawl. La plupart On va des gens... traduire. Pardon? Je dis, on va traduire le nom de poste. Eh ben vas-y, traduis. Ah, bon, en gros, je fais du SEO, SEO technique, mais surtout j'accompagne les clients d'OnCrawl à l'utilisation de l'outil. Donc voilà, et senior SEO strategist, c'est un peu de marketing pour dire que j'ai de l'expertise SEO et que j'accompagne mes clients. Ok. Voilà, bah écoute, je pense que tu as très bien présenté ton poste. Euh, du coup, on va pas cacher que si on se connaît, c'est avant tout via OnCrawl, Via OnCrawl, puisque ouais. je pense que les gens qui sont dans le chat, pour la plupart en tout cas, sont au courant que je suis moi-même un ambassadeur d'OnCrawl, et c'est un outil que j'affectionne depuis de nombreuses années maintenant. Euh, Voilà, alors bah, Jérôme, ce que je te propose, c'est que tu nous racontes un petit peu ton parcours et ce qui t'a amené peut-être déjà à faire du SEO et puis ensuite à rejoindre une boîte comme OnCrawl. Ouais, bien sûr. Du coup, moi, on va dire que ça fait un peu plus de 10 ans que je fais du marketing digital. J'ai commencé avec de la rédaction, création de contenu, un peu de journalisme aussi. Enfin voilà, vraiment sur le contenu. Après, j'ai travaillé plus sur tout ce qui était réseaux sociaux, donc community management. Et puis, j'ai fait de la chefferie de projet digital, création de site, etc. Et il y a un peu plus de... Il y a 6-7 ans, j'ai pu commencer à me spécialiser dans le SEO et surtout le SEO technique. Donc, j'ai travaillé chez l'annonceur et au bout d'un moment, j'ai utilisé un outil, donc OnCrawl, qui m'a accompagné sur des grosses migrations, sur du SEO technique tout simplement. Et j'ai fini par rejoindre OnCrawl, passer de l'autre côté pour aider les utilisateurs de l'outil. Voilà. Ce que j'ai pas précisé, c'est que depuis un peu plus de 7 ans maintenant, j'habite à Bordeaux aussi. Voilà, donc OnCrawl est basé à Bordeaux et, euh, et voilà. Oui, alors c'est vrai que ça, c'est une coïncidence qui n'est pas voulue de mon côté, mais tu es donc le deuxième invité sur cette chaîne, puisqu'il y a un petit mois, on a reçu Simon Gardette, que je salue s'il nous regarde, qui lui aussi basé à Bordeaux. Alors, que le reste du monde se rassure, je ne me fais pas une fixette sur Bordeaux. C'est le hasard qui veut ça, mais voilà. Il se trouve que j'ai quelques contacts sur place et ça me fait bien plaisir. Alors j'espère qu'on m'entend toujours parce que j'ai l'impression qu'il y a un gros bug là. Moi, je t'entends. Écoute, ça grésille un petit peu. Est-ce qu'on m'entend dans le chat et est-ce qu'on entend toujours Jérôme? Ok.
On entend, mais c'est bas. Alors, je vais essayer d'augmenter le volume un peu. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est les joies du direct, on va dire. Euh, ok, alors du coup, donc, pour reprendre le cours des événements, on va dire. Donc, Jérôme, tu es chez OnCrawl depuis combien de temps maintenant? Là, ça va faire 2 ans et demi. Et d'ailleurs, on s'était rencontrés tu étais venu nous rendre visite dans les bureaux. C'était il y a quoi? C'était il y a 6 mois à peu près. Oh, un peu Euh, plus, oui. un peu plus de 6 mois, et puis on s'est revus à Brighton SEO. Euh, et c'est là qu'on a eu l'occasion de discuter de Python, de SEO un peu plus en détail. Exactement. Alors, je vais me permettre de raconter l'histoire et puis je te laisserai compléter et puis raconter ton expérience de Brighton. Euh, donc effectivement, on s'était croisés dans les bureaux d'Uncrawl lors enfin, de ma dernière venue et c'était aussi ma première d'ailleurs. Je crois que c'était en juin dernier, mais peu importe. C'est ça. Et on n'avait pas trop eu l'occasion de discuter à ce moment-là. Et par contre, on avait eu le plaisir de se recroiser à Brighton, donc au mois d'octobre dernier. Et toi, tu étais intervenant pour OnCrawl avec un sujet qui m'avait déjà attiré, on va dire, quand j'ai vu le titre de ta conférence sur le programme. Je te laisserai en parler, mais surtout, ce qui m'a aussi marqué pour avoir eu l'occasion d'en discuter avec toi, c'est aussi bah, ton parcours par rapport à ce sujet-là. Je sais pas ce que tu peux nous raconter par rapport à ta conf et puis à ce qui t'a amené à faire du Python finalement. Ouais, bah, alors, en gros, l'histoire, c'est que il y a un peu plus d'un an, presque un an et demi, Python, j'y connaissais rien. J'ai aucun background de codeur. Et finalement, j'ai commencé à l'utiliser parce qu'on a une API chez OnCrawl et qu'elle est enfin, elle est pratique à utiliser avec Python. Et c'est comme ça que je me suis lancé. D'abord pour accompagner nos clients et aussi voilà, pour répondre à des problématiques un peu plus poussées de temps en temps, réussir à faire des choses que l'interface ne permet pas en exploitant l'API d'Uncrawl. Et du coup, je m'étais dit que ce serait une bonne idée de conf de parler comment, en partant de rien, en n'ayant pas de background de développeur, je suis parvenu petit à petit à utiliser Python et à faire des choses plutôt sympas, avec un peu parfois des bouts de scotch et juste du bricolage, quoi. Et surtout, j'aurais un peu honte de te montrer mon code aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur là d'être là avec toi encore une fois à parler de Python, voilà, parce que ton live est dédié à ça clairement, alors que moi j'arrive et j'ai tout appris comme ça sur le tas, mais sans vraiment faire les choses de manière académique, etc. Et en Et fait, donc il y a, ça m'amène justement à ce sujet-là. Moi, je trouve que c'est intéressant de faire intervenir quelqu'un comme toi, justement parce que il n'y a pas si longtemps, tu n'avais jamais vraiment codé, ou en tout cas en Python. Et voilà, comme nous le dit Pierrot la Lune, alors je crois que c'est Pierre qui se cache sous ce pseudo-là. Euh, Comme il nous le dit dans le chat, ce qui est important, c'est que ça marche, et tout à fait, ouais. même si c'est scotché et fixé avec des bouts de ficelle, tant que ça apporte les résultats escomptés, c'est déjà l'essentiel. Après, évidemment, il y a des bonnes pratiques et des manières de faire qu'on apprend au fur et à mesure. Mais l'essentiel et la base, c'est déjà que ce que tu arrives à faire, ça fonctionne et ça apporte les résultats qui t'intéressent. Et au-delà de ça, comme je le disais, moi, ce qui m'intéresse dans ton parcours, justement, c'est que en réalité, tu pars de presque zéro et tu arrives à faire des choses super intéressantes et vraiment très très pertinentes, justement dans une approche Python plus SEO. Ouais, ouais, franchement, je te le redis parce que j'avais déjà eu l'occasion d'en parler avec toi, mais euh, à la fois sur les sujets et sur ta conduite, on va dire, de la conférence que tu as fait à Brighton en octobre, moi j'étais plutôt bluffé, quoi. C'était vraiment cool. Des sujets qui vraiment sont pertinents pour plein de gens et des idées très intéressantes. Et en plus, avec la capacité de les mettre en œuvre derrière. Donc vraiment, bravo, quoi.
Ouais, bah, écoute, merci. Euh, ouais, donc l'idée, bon, on va pas refaire la conf aujourd'hui, mais c'était de partager aussi des trucs et astuces pour les gens qui veulent se lancer. Il y a 1 an et demi, je savais pas ce que c'était Google Colab, par exemple. Et aujourd'hui, c'est mon environnement de développement. J'ouvre un navigateur et je peux coder, je peux tester des trucs. Et c'est trop cool, quoi. Et la première fois qu'on m'a parlé de Python, bah, j'ai tout de suite essayé d'installer un environnement sur mon Mac. Et, et voilà, 1 heure après, j'ai dit, bon, bah, une autre fois, peut-être demain. Et finalement, je ne l'ai jamais fait, quoi. J'ai même désinstallé Visual Code et tout ça. Enfin, là, je me contente de ça pour l'instant. J'utilise Google Colab et DeepNote. Et ça me permet de tester les API. Et en fait, moi, c'est marrant parce que du coup, j'ai commencé à regarder tes lives aussi un peu pour voir ce que c'était du vrai code. Et toi, ta vision, c'était de dire que finalement, pourquoi Python et le SEO? Parce que Python est génial pour manipuler des données. Et du coup, en SEO, c'est vrai qu'on a besoin de manipuler des données pour gagner du temps, automatiser, etc. Et moi, en fait, je le voyais plus comme bah, Python, c'est génial pour parler à des API. Et tous mes outils SEO, ils ont une API, quoi. Euh, donc, bon, après, c'est une approche un peu similaire, mais. Et donc, à travers OnCrawl et cette API, bah, j'ai commencé à apprendre le code Python parce qu'en fait, il y a toujours des exemples en Python tout prêts pour faire requêter telle ou telle donnée. Et par l'exemple, comme ça, j'ai appris à utiliser et à faire pas mal de choses, quoi. Ouais, alors, Donc, enfin, pour compléter ce que tu dis, pour moi, l'intérêt du Python, c'est effectivement l'aspect analyse de données et en parallèle l'aspect automatisation, donc avec des API ou d'autres choses. Mais c'est pour une pratique orientée SEO, c'est les deux gros intérêts du langage. Et si je devais en rajouter un troisième, c'est le côté où en fait ça t'ouvre plein de possibilités pour faire plein de choses, y compris des apps, y compris du logiciel lourd, on va dire. ouais. C'est beaucoup utilisé. J'ai un ami qui travaille par exemple dans la robotique pour tout ce qui est véhicule autonome ou ce genre de choses-là. Bon, bah, ils font plein de choses en Python par exemple. Voilà, donc on peut aller vraiment très très loin avec ce langage-là et en même temps c'est relativement facile d'accès et ça permet relativement rapidement d'être autonome et de faire des choses déjà plutôt sympas. Ouais, moi, ce que j'ai trouvé facile, entre guillemets, c'est que il est lisible, le code. C'est des mots en anglais. Ça fait à peu près ce que ça dit, quoi, en fait, la manière dont c'est écrit. Et puis, il y avait plein de ressources aussi. Dès que je cherchais. Alors maintenant, j'utilise ChatGPT, je vais pas te le cacher. J'ai tout le temps un onglet d'ouvert. Ça fait gagner un temps fou. Et c'est hyper efficace. Mais c'est vrai que de base, voilà, enfin, je trouvais pas énormément de ressources pour parfois des fonctions Python toutes prêtes à utiliser. Enfin voilà. C'était super facile à utiliser. Euh, Ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, moi j'ai aussi appliqué un peu le principe de Pareto, c'est-à-dire que avec 20% des connaissances du Python, et même pas en vrai, hein, c'était plutôt enfin, plus j'apprends, plus je me rends compte que je sais rien. Mais en gros, avec 20% des connaissances, tu as 80% de l'usage. Et, euh, et voilà, pour ceux qui veulent se lancer, et faut pas se bloquer en se disant, ah, il faut d'abord que j'apprenne Python en prenant des cours, en suivant du e-learning, avant de pouvoir faire des choses. En vrai, c'est en essayant de faire en essayant de répondre à une problématique qu'on va apprendre plutôt. Il suffit de prendre un problème et de le découper en petites étapes. Et étape par étape, on va réussir à trouver le petit script. Et à la fin, mis bout à bout, t'automatises tout un tas de choses que tu ferais manuellement tous les jours, quoi. Ouais, carrément. Et puis comme tu l'as dit, c'est un langage qui est très courant, on va dire. Donc il y a déjà plein de gens qui ont fait des bouts de chacune des étapes dont tu as besoin. Et tu peux t'inspirer de ce qui a déjà été fait, pardon. Tu peux aller sur Stack Overflow si tu as des soucis, C'est etc. Et puis ça. aujourd'hui, même si
Pierrot Lalune nous dit encore qu'il y a du taf avec les codes générés par ChatGPT et il a pas tort. Mine de rien, ça permet encore une fois d'aller encore plus loin et encore plus vite. Et au minimum d'avoir déjà une base de code sur ce que tu veux faire. C'est pas toujours parfait et parfois c'est pas toujours très efficace, mais ça te permet déjà de commencer à construire quelque chose. Ouais, c'est sûr. Mais après, si tu as bien découpé action par action, en fait, c'est sûr que si tu lui demandes un résultat fini pour l'objectif final de ton script, ça va pas marcher. Mais si à un moment donné, tu sais pas comment réaliser telle ou telle étape qui va te permettre d'obtenir le résultat final, là, ChatGPT va être efficace. Si tu lui, si tu lui demandes comment manipuler des data frames, il va te dire exactement quelle fonction utiliser. Parfois, il va même te suggérer des librairies, etc. Donc, c'est voilà tout. En fait, ce ChatGPT, faut voir aussi comment on l'utilise, quoi. C'est les gens qui veulent un résultat fini et complet par rapport à un seul objectif, ils vont pas réussir à obtenir des bons résultats, quoi. Il faut découper, en fait. C'est comme, enfin, moi, je le vois vraiment comme un assistant, en fait, quoi. Ouais. Ah, on a Andel qui nous rejoint dans le chat. Salut Andel, bienvenue. Ouais, du coup, bah, je pense que tu as bien résumé la situation. Et, alors, je sais pas si tu as eu l'occasion de tester Copilot de GitHub. Non, pas encore. Mais Ok. comme je t'ai dit, enfin, pour utiliser Copilot, il faudrait que j'ai installé un environnement aussi sur ma machine, non? Ouais, alors, Euh, je- toi, ce que tu pratiques aujourd'hui, si j'ai bien retenu, c'est que tu codes dans des notebooks ou en tout cas C'est des ça. Google Colab, etc. Et tu n'as pas vraiment d'éditeur de code dédié, en tout cas à Python, sur ton ordi. C'est ça. Parce qu'au niveau où j'en suis, j'ai pas encore eu besoin. Euh, du coup, j'ai un Google Drive rempli de Google Colab dès que j'ai une petite idée. Ce qui est bien, c'est qu'on peut les partager, vu que je fais pas ça tout seul, en fait. Bah, toute l'équipe. Donc, en gros, bon, j'ai un peu résumé sur mon boulot, mais on est une équipe de SEO technique qui accompagne les clients d'un crawl à l'utilisation. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on est tous passionnés de SEO et qu'on a tous tout le temps plein d'idées. Et du coup, on se partage comme ça les idées. On s'est tous mis un peu à Python et à essayer de faire des choses avec notre API, mais aussi avec d'autres API, notamment bah, celle de Google Search Console, hein. Euh, et voilà, donc dès qu'on a une petite base, on a une petite nomenclature qu'on fait et on met ça sous forme d'un Google Colab avec des variables et on se partage ça entre nous dès qu'il y a besoin d'aider un client, quoi. Après, Alors, c'est on sûr, a Banane qui stream qui nous demande sur quelle machine tu codes, même si, a priori, vu que tu es sur des collabs, la machine en soi, elle a pas d'importance. ouais, bah, en gros, je suis sur Google Chrome avec un Mac, voilà. Ouais. Mais en soi, vu que c'est Google Colab, ce qui est bien, c'est qu'aussi, si je passe sur mon ordinateur perso, je peux retrouver les éléments. Enfin voilà, c'est vraiment là-dessus, sur tout le setup et tout ça, c'est un peu comme, moi je me dis, c'est un peu comme, tu sais, quand tu veux te lancer dans un nouveau sport, etc. Tu as toujours celui qui va vouloir avoir la panoplie complète. Par exemple, tu sais, quand on était ado, on se lance à commencer à jouer au basket ou au foot, etc. Et tu as celui qui arrive avec la panoplie complète, il a les chaussures, le maillot, etc. Mais au bout de 2 semaines, il va arrêter de jouer, quoi, parce que, alors qu'en vrai, il suffit d'avoir juste le ballon, des baskets, et puis de se lancer. Et en fait, une fois que tu auras essuyé les plâtres et tu sauras ce que tu as vraiment besoin, là c'est le moment d'investir. Donc, là, je commence un peu à me dire qu'il faudrait que je m'installe un environnement et que j'ai peut-être une méthode un peu plus, on va dire, organisée, structurée, de manière à gagner du temps, quoi. Mais au départ, c'était vraiment de la découverte et j'ouvrais un nouveau Google Colab tous les jours pour copier-coller des bouts de script et tester des choses, quoi.
Ouais, Après, c'est pas très moi je sécurisé parce que j'ai laissé des, j'ai laissé des clés API un peu partout. Enfin voilà. ouais, après ça, c'est pas Mais, parce que tu vas faire des scripts que ça t'empêchera de laisser traîner des clés API, mais tu vois, ça fait partie, par rapport à ce que tu disais au départ, ça fait partie des choses que tu sais pas forcément quand tu débutes. Et ouais, quand tu te rends compte qu'en fait, tu as partagé ta clé API en public sur GitHub, là tu te dis, ouais, ok, je vais peut-être faire autrement la prochaine fois. c'est clair. Mais ça, alors l'exemple du sport est très bon là-dessus. En fait, ça fait partie des petites choses qui ne viennent qu'avec l'expérience et qu'avec la pratique. Et C'est ça. ouais, moi j'aime beaucoup les notebooks, donc, que ce soit Colab ou les autres systèmes équivalents qui existent. Moi j'avoue que j'ai mon petit serveur privé de notebook, mais bon, c'est la même chose, hein. Ouais, C'est très très pratique à la fois pour tester des petites choses, pour essayer de faire tel ou tel bout de librairie, on va dire. Et puis en parallèle également, c'est très pratique parce que ça permet de générer facilement de l'affichage, c'est-à-dire des tableaux, des graphiques, etc. Là où lorsqu'on est enfermé dans un script, c'est forcément à faire dans des fichiers et compagnie, c'est un peu moins sexy, un peu moins ouais. pratique et moins évident à utiliser pour le commun des mortels, on va dire. Euh, ok. Alors on a Handel qui nous dit qu'il trouve que ChatGPT remplace bien Stack Overflow parce que il comprend plus facilement ces questions que Google. Ça, C'est vrai. ça dépend peut-être aussi de la manière dont tu t'exprimes, mais pourquoi pas. Non, mais en vrai, sur Stack Overflow, on trouvait tout. Tu parlais des collabs. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ça m'a permis d'apprendre. Parce que finalement, j'ai commencé par utiliser des collabs qui étaient déjà codés. Et donc, j'ai commencé par remplacer des variables pour pouvoir utiliser, automatiser quelque chose. Et petit à petit, j'ai pu les adapter aussi pour un besoin qui était un peu différent, jusqu'à être capable de partir de zéro, parce que j'avais compris que si j'appelais telle ou telle donnée, je pouvais ensuite la transformer et envoyer telle information, etc. Faire communiquer différents outils. Je vais vous partager des use cases après de trucs que j'ai pu faire avec OnCrawl. Par exemple, récupérer des données dans Google Search Console et les envoyer dans OnCrawl de manière automatique, plutôt que de le faire manuellement, ce genre de choses. Mais c'est ça, c'est grâce un peu à ces bibliothèques de notebook. Il y a toute une, dans la communauté SEO, il y a quand même beaucoup de partage là-dessus. On récupère souvent des trucs intéressants. Là, moi, j'ai un collègue qui m'avait partagé un collab qui permettait de générer comment ça s'appelle, un question-réponse basé sur un mot-clé, avec le texte généré par GPT-3 automatiquement. Enfin voilà, il y a des trucs vraiment cool. Derrière, ça rajoutait en plus les données structurées. Et j'ai pu le tester comme ça directement, sans avoir besoin d'installer un environnement, etc. Et j'ai même pu après le personnaliser pour mieux maîtriser chaque étape du collab. Enfin, voilà. En fait, alors je vais faire une dernière petite remarque avant peut-être de te laisser montrer justement tes use cases, mais Ouais. ce que tu viens de dire, ça me fait penser à une discussion que j'avais il y a quelques années maintenant avec l'ami Sylvain Perronnet, qui est bien connu Mm. dans le monde du SEO en France, et qui disait en fait que ce soit en Python, en R ou éventuellement même dans d'autres langages, je pense qu'un objectif que n'importe quel SEO devrait avoir, c'est sans forcément être capable de devenir autonome et de développer ses propres outils, en tout cas d'être capable de, comme tu l'as décrit, de récupérer le code des autres et de l'exécuter. C'est Ouais. finalement relativement simple, mais ça permet justement de, lorsqu'on voit passer... alors ce collab dont tu viens de parler, je pense que je l'ai vu passer également sur Twitter, bah voilà, ça permet d'aller regarder ce que c'est, comprendre rapidement de quoi il s'agit et si possible l'utiliser pour ses propres besoins. Et rien que ça, en fait, ça peut déjà faire gagner énormément de temps au quotidien. Ouais. Et puis même, derrière de l'améliorer ou ça te donne d'autres idées. Enfin, ce qu'on avait rajouté, par exemple, c'était. Parce que là, dans ce collab, ça te laissait pas trop le choix sur les questions euh, sélectionnées. Elles étaient toutes envoyées et c'est GPT-3 qui faisait sa sauce. Là, c'était de rajouter des étapes où tu maîtrises, tu les mets dans une liste
et tu lui demandes de rédiger pour celle que tu as sélectionnée, quoi. Donc, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Moi, je recommande à toutes les personnes qui veulent se lancer, de commencer par ça. Il y a des collabs qui sont partout, partagés sur des blogs, sur le blog d'Uncrawl, par exemple. Lancez-vous, utilisez-le. Bon, ce qu'il vous faudra, pardon, c'est une clé API, un accès à l'API que vous allez utiliser, bien sûr, et puis votre navigateur, un notebook, et ce sera très bien, quoi. Ok. Est-ce que tu es prêt à partager ton écran du coup? Je sais pas par quoi je vais commencer. Ce que j'avais prévu de partager aujourd'hui, c'était déjà des trucs et astuces sur l'API d'OnCrawl pour bien l'utiliser. Et, donc, s'il y a des gens qui utilisent OnCrawl, leur partager un peu les bases et quelques trucs et astuces que j'ai découverts au fur et à mesure. Et puis après, on pourrait discuter de quelques use cases. Là, je ne rentrerai pas dans les détails, je partagerai plus l'idée et comment on l'a fait, sans forcément montrer de résultats. Donc, Ok. comme tu veux. Eh ben écoute, ton écran est affiché normalement, j'espère que Ok. tout le monde le voit. Et donc c'est toi qui as la main. Ok, donc ça, alors attention, voilà, je suis là. Donc ça, c'est la doc de l'API d'OnCrawl. En fait, bon, vous allez y retrouver tous les endpoints, tout ce qu'on peut requêter. Il y a aussi les champs existants, comment créer une API, etc. Mais en fait, plutôt que de partir de la doc, moi, je préfère toujours partir de l'app directement. Donc, bon, je suis pas là pour faire la pub d'OnCrawl, mais en fait, c'est ce que je connais, c'est mon boulot. Donc, voilà, on va partir de ça. Sachez que pour les use cases d'après, vous pourrez le faire avec d'autres crawlers. L'idée, c'était de partager un peu ce qu'on peut faire avec l'API d'un crawler. Voilà. Mais là, je vais vraiment rentrer dans les détails sur OnCrawl. Donc, je vais basculer sur un autre onglet, donc, qui est plutôt l'app OnCrawl. Donc, en fait, il faut comprendre comment sont organisées les données pour savoir comment les requêter et comment pouvoir les utiliser. En gros, il va y avoir deux usages un peu de l'API OnCrawl. Il va y avoir un premier usage qui est tout simplement de requêter les données qui sont récupérées du crawl ou dans les logs, parce qu'il y a aussi un analyseur de logs. Donc, pour chaque chart existant, déjà, ce qui est pratique, c'est que le call API, il est renseigné dans les infos. Donc, il y aura le endpoint, le filtre. Donc, OQL, c'est On-Crawl Query Language. En gros, c'est les filtres pour requêter les données qui sont rassemblées par le crawler. Si je bascule donc sur la partie data, vous allez avoir différents datasets, et ça, c'est aussi un truc à garder en tête. C'est que si je veux des données sur mes pages que j'ai crawlées, il faut que je requête le dataset des pages. Les liens sont dans un dataset différent et les logs bruts donc, sont dans un autre dataset séparé. Donc ça, il faut l'avoir en tête. En gros, dans OnCrawl, vous allez pouvoir exporter des données au format CSV et choisir les colonnes. Donc les colonnes, c'est comme dans tous les crawlers, vous allez retrouver tous les champs qui sont utiles au SEO technique. Et après aussi des données qu'on a récupérées de connecteurs. Par exemple, je peux avoir les clics, je peux aussi avoir les bot hits si j'ai connecté les logs. Mais aussi, par exemple, mes canoniques, mon H1, etc. Pas mal de détails. Donc, ces données, si j'ai envie de les requêter, donc déjà, soit je requête, je récupère toutes mes pages, soit je filtre et je peux dire que je vais requêter, par exemple, que des pages que j'ai réussi à fetch. Donc, j'applique un filtre ou que des pages en status code 200, par exemple, parce que le reste ne m'intéresse pas. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit bruit sur ton Petit lag. micro. Ah, c'est le micro? Là, c'est mieux, comme ça? Ça m'a l'air mieux, ouais.
OK. Bah, peut-être que je touchais un peu mon micro avec la main. Peut-être, ouais. Je vais faire attention. Du coup, voilà, tu appliques des filtres, tu construis ton tableau et tu exportes. Donc ça, c'est utile, et on peut le faire à travers l'API directement. Donc, mais plutôt que de venir dans la doc, essayer de comprendre comment exporter mes données, donc là, ça va être une search query, j'ai mon endpoint, je dois mettre les champs. Donc ça, c'est les fameuses colonnes que j'ai choisies tout à l'heure. Je peux ordonner mes champs et je peux aussi appliquer des filtres. Pour rédiger, vu que c'est propre à OnCrawl, hein, les OQL, et le nom des champs aussi, il va falloir que je les connaisse et c'est pas forcément ceux qui sont affichés. Donc une première astuce que je voulais partager, c'est que pour récupérer ça de manière très simple, vous allez sur OnCrawl, vous faites votre recherche, vous appliquez vos filtres et ensuite vous faites inspecter. Donc là, je suis sur Google Chrome. Alors, hop, vous allez dans le network Alors, je crois et qu'on vous voit relancez. pas le bon onglet Ah, là. vous voyez, hop, là c'est bon. C'est bon. Ok, donc en fait, j'ai fait inspecter, je suis allé dans Network, je vais tout cleaner, je rappuie sur appliquer les filtres, Alors, on et voit donc pas là, on voit un peu. l'inspecteur d'éléments. Ah, vous voyez pas l'inspecteur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager tout mon écran. Ce sera plus simple. Désolé, hein. Non, mais tu fais bien de me le dire parce que. Alors, Alors j'en profite pour meubler un peu en attendant. En fait, ce que tu es en train de montrer là, alors c'est bien pour Uncrawl, mais en fait, il y a plein d'autres outils ou même d'autres sites qui fonctionnent un peu de cette manière-là. C'est-à-dire que, en fait, en regardant un petit peu le code source des pages et puis surtout ce qui se passe sur le réseau lorsqu'on fait des requêtes en se baladant sur le site, on trouve assez vite la manière dont sont faites les requêtes sur c'est l'API bon là du interne, on coup? va dire. Ouais, tu es toujours là? Ouais, vous voyez l'inspecteur là du coup? Alors là, on voit ton onglet Vidéo Ninja, donc on voit ta Ah, tête. On va y alors arriver. attends. Ouais. Bref, en tout cas, pour résumer ce que je disais, cette méthode d'inspecter ce qui se passe sur le réseau avec justement l'inspecteur d'éléments enfin les outils pour les développeurs plutôt de Google Chrome, elle est valable pas que pour OnCrawl en réalité. Je suis perdu dans les options. Alors je peux Alors continuer à attends. meubler, mais je risque de commencer à dire des bêtises par contre, hein. Ouais, donc c'est un peu embêtant que ça affiche pas l'inspecteur. Je vais essayer avec l'écran complet. Là, si je switch, Là, c'est vous parfait. voyez. Ok, nickel. Donc, j'étais là. Je vais le refaire, hein. Hop, je fais inspecter. Je vais dans le network. Et je rappuie sur appliquer les filtres, ou je recharge ma page, hein, tout simplement. Et en fait, il y a différents éléments qui sont appelés, notamment le dataset des pages ici. Donc, je ne sais jamais c'est lequel. Je crois que c'est celui-là. Donc là, vous voyez, je retrouve mon endpoint. Je vois que la méthode, c'est post. Et si je vais dans payload, c'est encore mieux. J'ai carrément ici les fields, donc que je peux venir copier et mettre dans mon code directement. Et ici, mon OQL. Donc, en gros, c'est un peu la même chose que quand vous êtes sur le chart et que vous avez le call API qui est prêt à copier-coller. Vous l'avez là, vous avez toutes les infos. Ça fait gagner un temps fou, en fait, quand voilà, on a besoin de filtrer sur des données. Donc, avec OnCrawl et un autre crawler d'ailleurs, vous allez pouvoir requêter tout un tas de données suite à votre crawl. Et voilà, plutôt que de trouver à la main le nom des champs, etc., vous faites cette petite astuce et vous aurez vos filtres et vos champs. Tu faisais ça déjà pour utiliser l'API ou Alors oui, je l'ai fait un peu, notamment parce que en fait le on-crawl query language est franchement pas évident à prendre en main, on va dire. En tout cas, ça m'avait un peu posé des soucis au départ et du coup c'est bien pratique. Et puis en fait, une fois que
T'as la base du truc, on va dire, c'est relativement simple quand tu connais déjà le nom des champs que tu veux utiliser, de faire quelques petites adaptations, mais effectivement, c'est probablement plus rapide d'aller dans l'interface, de faire ton filtre et de récupérer la requête directement. Ouais. Et après, il y a un truc qu'il faut savoir aussi quand tu requêtes des données. Donc, quand tu fais une search query, c'est qu'on va t'envoyer que les 10K premiers résultats. Donc, 10 000 résultats. Donc, forcément, la plupart des... Enfin, pas la plupart des sites, mais vous allez peut-être être amené à crawler des sites beaucoup plus gros. Donc, ça ne fonctionnera pas si vous voulez avoir toutes les données. Du coup, il faut faire une export query. Donc, en gros, c'est la même chose, sauf que dans le endpoint, on rajoute export égale true et ça va streamer un CSV. Donc, le CSV, ensuite, si vous voulez, il faudra le transformer en data frame, par exemple, si vous voulez manipuler les données. En tout cas, la réponse, il faudra déjà la mettre dans un CSV, vu que c'est une réponse au format CSV. Mais là aussi, j'ai essuyé des plâtres parce que le format qui est envoyé, c'est que c'est un CSV avec des points-virgules. Donc, c'est un peu embêtant. Du coup, je m'étais mis une petite astuce à transformer à chaque fois. C'est qu'on peut mettre ce petit paramètre de manière à ce que le CSV obtenu soit streamé avec des virgules. Voilà. Et après, je le mets... donc, en fait, la réponse, je récupère le texte de la réponse et je la mets dans un CSV. Puis mon CSV, après, je le mets simplement dans un data frame Panda. Voilà. Alors, D'ailleurs, je n'ai moi, pas importé la librairie ici. Ouais, vas-y. je vais me permettre un truc parce que il me semble que c'est possible, mais vu que tu es la deuxième personne cette semaine chez OnCrawl à me dire ça, je me trompe peut-être. Mais il me semble qu'il y a une pagination en fait sur l'API, et notamment Ouais, si tu retournes sur ton inspecteur d'éléments, bah, où ici on le voit là dans l'exemple qu'on a juste en dessous là, on ouais, a des paramètres offset et limit. Et il me semble que le paramètre offset te permet justement de dire bah, je veux commencer à telle ligne dans le rapport, on va dire. Donc par ouais, défaut, effectivement, la taille maximale des pages, c'est 10 000 lignes, mais en fait, tu peux faire une deuxième requête en commençant à la ligne 10 001, par exemple, voilà. et avoir la page suivante. Le problème, Ouais, c'est que du coup, effectivement, sur des gros sites, tu risques de faire beaucoup de requêtes, là c'est où ça. l'astuce de l'export CSV est plus rapide. Mais il aura aussi ses limites parce qu'à un moment donné, si c'est un site à 1 million de pages et que tu veux exporter 1 million de pages, tu vas avoir le même problème au final. Mais c'est vrai que la pagination, moi, je n'utilise pas trop cette option. Je préfère streamer le CSV, avoir toutes les données. Mais c'est aussi une façon de faire. Ouais. Tout dépend en fait de la taille des données que tu vas exporter à chaque fois. Après, généralement, comme on filtre, on n'a pas envie de... Enfin, il y a différentes façons de voir les choses, mais soit vous allez exporter juste ce dont vous avez besoin, soit vous voulez exporter tout et puis faire votre filtrage après coup. Donc ça, c'est un peu à vous de voir. Euh, Moi, je préfère me dire que je vais faire un appel pour chaque donnée filtrée que je veux. Euh, Admettons, vous faites des audits techniques et vous avez toujours votre même méthodologie. Donc, vous vous êtes enregistré des filtres parce que vous voulez à chaque fois les pages en erreur, je ne sais pas moi, les pages non indexables, les pages par status code, etc. Des pages dupliquées, enfin voilà, les pages qui ont des H1 qui sont en double, enfin bref, tout un tas de filtres. Je préférais faire un export pour chacun de mes filtres et après les envoyer directement. Par exemple, ce que j'avais fait, c'est d'envoyer automatiquement dans un onglet d'un G-Sheet Google, donc sur chaque onglet, d'envoyer chacun de mes filtres. Donc une liste de filtres pré-créés. Et pour chaque rôle, après, ça me fait un onglet dans un G-Sheet. Donc j'ai déjà mon fichier de travail tout prêt. Exporté automatiquement. Donc un peu exporter automatiquement les données. Après, voilà, ça dépend aussi si on a envie de travailler en dehors d'OnCrawl pour faire d'autres choses. Mais après, certaines choses sont aussi très pratiques à faire directement dans l'outil. Voilà.
n'y a pas forcément de raison de tout exporter, de tout. Donc, j'avais d'autres astuces. Ah oui. Donc, en fait, un truc qu'il faut comprendre aussi dans OnCrawl, c'est que tous les éléments sont reliés par des ID. Donc là, par exemple, je suis sur un projet, donc c'est le projet OnCrawl. Vous voyez l'URL Ouais. Donc, dans l'URL, tu as l'ID du projet. Dans mon projet, j'ai mes crawls. Donc, j'ai mon historique de crawl. Quand je vais dans un crawl, j'ai aussi un ID de crawl. Donc, à chaque fois, quand je requête les données, c'est pour un crawl donné. Et quand je vais requêter mon crawl, l'API va te renvoyer également l'ID du projet. Donc, ce qui fait que tu peux aussi relier les choses comme ça. Mais si on retourne ici sur cette page, je vais cliquer ici. Je vais la recharger. Hop. On va voir que je vais aussi pouvoir récupérer les ID de mes crawls. C'est là. Hop. Donc, je peux récupérer aussi tous mes crawl ID qui sont reliés à ce projet. Donc, voilà. Il faut comprendre que tout est lié à des ID. Aussi, quand je lance un crawl, je suis sur une config de crawl. Et ma config de crawl, comme j'ai plusieurs configs, elle a aussi un ID propre. Ce qui fait que quand je veux programmer des crawls, je vous parlais tout à l'heure d'un autre use case qui est un peu de customiser la stratégie de crawl. Il faut aussi connaître l'ID de la conf. Voilà. Alors, Donc je ça, vais c'est... donner un exemple concret là-dessus parce Ouais. que ce sera peut-être plus parlant. Un des use cases auxquels moi je suis confronté, c'est par exemple d'automatiser le lancement d'un crawl suite à une mise en prod sur un site. Et en fait, dans ces cas-là, on n'a pas forcément envie d'attendre que l'intégralité d'un crawl soit terminée avant de pouvoir lancer quelques tests. Ouais. Donc, on a une config spécifique qui va crawler, par exemple, les 2 premiers niveaux de profondeur ou quelque chose comme ça pour simplement avoir un échantillon. Et ensuite nous permettre de récupérer les données, faire quelques tests et s'assurer que notre mise en prod s'est bien passée. Et du coup, en fait, on peut avoir cette configuration spécifique post-prod, on va dire, et une ou plusieurs autres configurations plus classiques, du style je vais crawler l'intégralité de mon site et prendre mon temps pour le faire. Ouais. Mais ouais, c'est exactement ça. Donc, plusieurs stratégies de crawl, plusieurs profils de crawl, du coup. Donc, on récupère ces ID. Alors, pareil, on va avoir ici des endpoints qui vont te dire quoi faire. Donc, par exemple, projet, tu veux lister tes projets, tu veux créer un projet. Crawl, tu veux lancer un crawl, donc il y a un endpoint. Mais après, une façon aussi très simple de faire les choses, c'est tout simplement d'ouvrir l'inspecteur, encore une fois, de retourner dans Network, et d'appuyer sur Launch Crawl, par exemple. Donc là, je lance un crawl. Du coup, je retrouve directement mon endpoint sur comment lancer des crawls. Donc, quand ce n'est pas documenté dans la doc et qu'on veut faire une action qui est possible dans l'app, sachez qu'en fait, vous allez retrouver le endpoint assez simplement avec l'inspecteur. Ce qui fait qu'on peut vraiment... il faut vous dire que vous allez découper les étapes manuelles en différents calls API et vous allez pouvoir automatiser comme ça tout un process. Le fait de lancer un crawl suite à telle ou telle action, ensuite d'exporter les données, etc. Pour aller plus loin dans l'automatisation aussi, on peut avoir, il y a une fonction cachée, donc là, il faut passer par le support ou voilà, par notre équipe. On pourra vous mettre en place un webhook aussi, qui, par exemple, à la fin d'un crawl, pourrait déclencher une autre action. Par exemple, à la fin d'un crawl, on pourrait générer un sitemap avec les nouvelles pages qui ont été détectées dans ce nouveau crawl par rapport au crawl précédent. Voilà. Donc, après, par exemple, si vous voulez automatiser l'export de vos données, comme chaque nouveau crawl a un ID propre, c'est aussi une question qui revient souvent de la part de mes clients. Donc, une autre astuce, c'est que en fait, avec ce call-là,
on peut lister pour un projet donné l'ensemble des crawls et on peut récupérer tout simplement le dernier crawl ID en prenant la première ligne. Voilà. Donc, j'appelle mes crawls, je récupère la première ligne avec la ligne 0 et comme ça, je récupère mon crawl ID. Ce qui permet d'automatiser voilà, une action plutôt que de devoir, enfin, voilà, de devoir changer l'ID du crawl à chaque fois. Ah oui, dernière chose dont j'avais envie de parler, c'est, ah oui, dans la doc, vous avez les champs principaux qui sont disponibles. Donc, je vous ai montré aussi qu'on pouvait récupérer à travers l'OQL les champs disponibles, mais il y a un call API aussi qui permet de lister tous les champs existants pour un crawl donné, en fonction du dataset aussi. Voilà. Donc ça peut être pratique aussi quand vous voulez construire ou carrément automatiser le fait de récupérer tous les champs et de tous les appeler du coup. Ouais, je vais préciser que, en fait, vu qu'on a des options, notamment de scrapping ou d'ingestion de données, on peut avoir des champs supplémentaires selon les crawls et les projets qui ne sont pas présents partout. Exactement. Donc, en fonction d'un crawl aussi, on va activer certains rapports. Par exemple, le rapport des logs, le rapport Google Search Console, qui vont ajouter d'autres données et donc ajouter d'autres champs. C'est pour ça qu'on précise qu'il y a des champs disponibles par crawl et aussi par dataset. Voilà. Par exemple, dans le dataset des liens, ce n'est pas les mêmes champs. Dans le dataset des liens, on a la page d'origine, la page target, l'encre. C'est des champs qui ne sont pas disponibles dans le dataset des pages où on va avoir tous les autres champs que vous connaissez. Voilà un peu pour les trucs et astuces sur l'API. Déjà, avec ça, vous pourrez pas mal vous amuser. On peut peut-être, je vais arrêter de partager mon écran. On peut peut-être un peu discuter de différents use cases que j'ai pu faire. Et peut-être aussi, toi, tu en as certains à partager. Hop. Je reviens là. Ouais, on ne voit plus ton écran, t'inquiète pas. Ouais, nickel. Comme ça, je vais pouvoir aller sur Facebook en même temps. Moi, je le vois toujours, par contre. Attention, hein, je te surveille. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. J'espère que c'était utile. Ah, je vois que je suis en plein soleil là maintenant. Ah bah, tu peux bouger un peu si tu veux. Non, il n'y a pas de questions. Il y a du monde qui nous regarde, mais c'est des gens timides comme d'habitude. Cool. En tout cas, je t'ai envoyé les questions quand il y en avait. Hop, j'ai un écran qui se met en veille, mais je gère ça. Non, bah après, je sais, pour y avoir assisté, que tu as quand même quelques bonnes idées à partager, donc je ne sais pas par où tu veux commencer, mais... Ouais. Écoute, on va parler d'un peu de cette... J'en avais parlé pendant ma conférence, mais je pense que c'était un cas intéressant. Et derrière, j'ai eu pas mal de retours donc, de clients qui voulaient le mettre en place. Donc l'idée, c'était que avec les crawlers, on est un peu limité à deux modes. Soit on va crawler en mode spider, donc on suit les liens. On peut jouer un peu avec ça en mettant des garde-fous, par exemple avec un robot TXT virtuel, on va pouvoir dire je vais crawler que telle ou telle partie de mon site. Mais ça reste quand même limité. Et quand on doit crawler des gros sites ou qu'on doit faire des crawls réguliers, le spider mode, il ne permet pas toujours d'atteindre des pages plus profondes, etc. Et l'alternative, c'est de crawler une liste de pages données qui est fixe, ou un sitemap, par exemple. Mais voilà, c'est assez limité. On peut avoir envie de crawler certaines pages sur d'autres critères. Et donc, l'idée, c'était qu'avec l'API, comme on peut lancer un crawl sur mesure, comme on peut lancer un crawl depuis l'API, à partir d'une liste donnée de pages, avec d'autres calls API, on pourrait requêter, par exemple, les pages qui ont reçu le plus de clics sur un type de page donnée, en appliquant des filtres supplémentaires. Par exemple, je viens requêter ma Google Search Console. Je vais chercher mes pages produits qui ont reçu le plus de clics sur les 30 derniers jours, ou je sais pas, les 10 derniers jours. Je vais filtrer pour n'en garder que les 1000 premières, par exemple. Je les mets dans une liste. Toujours avec du Python, je les mets dans un fichier TXT, je le zip. Et après, c'est là que je peux utiliser l'API d'OnCrawl
pour uploader ce fichier sur une crawl, mettre à jour ma crawl config et ensuite lancer un crawl. Donc en fait, on passe d'un mode... parce que le défaut des crawls de liste, c'est que la liste, elle est figée en fait, une fois qu'on l'a uploadée là, ou faut la mettre à jour tout le temps. Et donc, avec Python, on peut automatiser totalement ce process et faire une stratégie de crawl totalement custom. On pourrait, par exemple, prendre le top 10 pages produits, le top 10 pages listing, plus une liste de pages fixe qui sera toujours la même, combiner toutes ces listes et les crawler. J'ai même d'autres clients qui sont allés un peu plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont cette liste qui est un peu custom, donc composée à 50% de pages fixes, 50% de pages liées au trafic. Et derrière, ils ont en plus activé le mode Spider à partir de cette liste de 1000 pages pour crawler les 4000 prochains liens qui sont trouvés. Donc en fait, ça fait un crawl de 5000 pages par jour qui permet d'avoir un peu une vision assez globale du site et de surveiller jour après jour plein d'aspects techniques. Donc ça, je trouve ça super intéressant. On se libère un peu des limites de l'outil. Ouais. En fait, j'ai deux choses qui me viennent en tête par rapport à ça. Alors, le premier, c'est que ce genre d'échantillon de 5000 ou 10 000 pages par jour, en fait, c'est souvent largement suffisant justement pour avoir un suivi et regarder ce qui se passe sur un site, y compris sur des très gros sites. Et là, je parle vraiment d'expérience, hein. J'ai fait ça sur des sites qui faisaient quelques dizaines de millions de pages et on n'a pas besoin de crawler 30 millions de pages pour savoir ce qui se passe en fait. Ouais, bien sûr. Donc vraiment, ça c'est un truc à retenir. Et l'autre point, et ça on en avait parlé, je me rappelle, à Brighton, dans les sources de données qui sont souvent oubliées parce que c'est quelque chose qui est plus du tout à la mode aujourd'hui, mais il y a plein de sites qui fournissent toujours des flux RSS en fait. Donc on a un fichier XML donc, qui est super facile à parser, qui nous donne par exemple les derniers articles qui ont été publiés ou ce genre de choses-là. Et personnellement, enfin, j'ai des outils qui tournent hein, où je vais récupérer justement, alors pas avec l'API OnCrawl, mais avec d'autres sources de données type Search Console, Analytics, pour les X derniers articles d'un site, les performances, on va dire. Et ça aussi, c'est super intéressant, notamment lorsqu'on bosse avec des sites de contenu type médias, etc. Fournir Ouais. aux rédacteurs et aux journalistes des infos sur la performance de ce qu'ils ont fait, c'est super intéressant. Ouais, c'est ça, c'est que. Après, il y a les sitemaps aussi, hein. On peut Ouais. transformer le sitemap, les pages présentes dans un sitemap en liste d'URL qui ensuite, enfin, en liste Python qui va ensuite être transformée en fichier. Donc nous, on peut uploader des CSV, des TXT, mais après, en fonction de votre crawler, vous aurez d'autres étapes à suivre. Après, je pensais aussi que, en fait, nous, sur notre crawler, il y a une comparaison avec le précédent crawl, ça s'appelle le crawl over crawl. Ça permet facilement d'identifier les nouvelles pages qui apparaissent, parce du coup, on a cette comparaison entre les deux crawls et on voit les pages qui sont dans le premier crawl, mais pas dans le deuxième, et qui sont dans le deuxième, mais pas dans le premier. Et on peut facilement les récupérer pour ensuite, ces nouvelles pages, en faire quelque chose aussi, donc là, dans l'autre sens, une fois que c'est crawlé. Et générer un sitemap, par exemple, et le soumettre à indexation, par exemple. Voilà. J'avais d'autres use cases, un assez récent. Donc, il y a le scrapping aussi, c'est quelque chose de très pratique. Et tous les crawlers le permettent, quasiment. Là, j'ai un client qui est venu me voir pour crawler et scraper Google Search Console. Donc en fait, il faisait ça manuellement. Il avait une liste d'URL enregistrée dans un fichier Excel, une longue liste, hein, parce qu'il avait plein de domaines. Et à chaque fois, il cliquait sur chaque lien, ça l'emmenait sur une page en particulier du rapport. Et il venait récupérer à chaque fois une donnée qu'il mettait dans un fichier Excel pour qu'ils aient leur base de données. Donc ce qu'il m'expliquait, c'est que c'était des données pas requêtables par l'API de Google Search Console. Ce qui fait que voilà, il était obligé de faire ce travail manuel. Et donc, on a réussi à crawler ces pages et à les scraper.
scraper les données. Du coup, il s'est créé de manière indirecte une API Search Console pour des données non disponibles. Donc, je trouvais ça intéressant pour après se faire un rapport. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est que il a sa liste d'URL, il les crawl, il a mis en place des règles de scrapping. Et après, il appelle l'API d'un crawl pour exporter les données dans un rapport. Assez fun quand même de faire ça. Oui, oui, en fait, c'est marrant parce que moi, je me serais pas mis en tête d'utiliser un crawler pour ça. Enfin, un crawler SEO en tout cas. Ouais, tu serais passé par un outil qui automatise un peu les actions sur un navigateur, par exemple, ou Ouais, quelque chose exactement, ouais. comme Pour ne pas dire que je l'ai déjà fait, mais bon, ça. ça. Ouais, mais là, tu as une API derrière. Donc, en fait, Ouais. tu vois, tu automatises le truc. C'est un outil qu'il a déjà dans son set d'outils, donc il n'a pas besoin de payer en plus. Enfin, voilà, c'était intéressant. Je vois qu'en fait, on est déjà à la fin de l'heure. Oui, Euh, bah, après, si tu veux rester un peu, on peut. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Écoute, je peux parler d'un dernier truc aussi qu'on a fait avec un autre client, c'est que donc on a des connecteurs avec Google Analytics, Google Search Console, Majestic. Mais par exemple, pour Google Search Console, on va récupérer que les données des résultats SEO. Et beaucoup de clients médias sont intéressés maintenant par les données Discover, Google Discover. Donc, il est possible dans une crawl d'uploader des données. Donc, c'est un peu l'équivalent du scrapping, mais avec un fichier CSV, ça rajoute des colonnes et après, tu peux filtrer dessus, générer des rapports, etc. Et donc là, on a automatisé le fait d'aller appeler ces données dans la Search Console et de les uploader directement dans une crawl et de lancer un crawl pour que les données soient disponibles. Euh, donc voilà, il y a vraiment plein de cas possibles, en fait, les données qui rentrent, les données qui sortent, des outils qui se connectent. Voilà, là, on pourrait imaginer, il y a tout un rapport sur la plupart des crawlers qui est de repérer tout ce qui est mal tagué au niveau du H1, du title, etc., de la description manquante, non optimisée. On pourrait ensuite les faire passer dans un GPT-3 pour les réécrire, celles qui sont dupliquées, pour écrire celles qui sont manquantes à partir des données du H1, par exemple, s'il n'y a pas de title ou inversement. Enfin, voilà, on peut faire comme ça de la petite automatisation et gagner beaucoup de temps. Euh, en gros, moi, le conseil que je donnerais aux gens, c'est euh, écrivez-vous les étapes que vous faites manuellement. Et pour chacune de ces étapes, il y aura forcément moyen de l'automatiser avec un petit script Python, bout par bout. Et au final, en allant étape par étape, vous allez réussir à tout automatiser. Pardon. En fait, il y a un bouquin, alors je dois l'avoir ici. Voilà, je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran, mais voilà, c'est un bouquin. Alors, il est en anglais, je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais c'est un des best-sellers des bouquins en Python. Ça s'appelle Automate the Boring Stuff with Python. C'est exactement cette logique-là, quoi. C'est toutes les petites choses que vous faites de manière répétitive et qui en fait vous prennent beaucoup de temps lorsqu'on additionne tout ça. Il y a probablement un moyen de les automatiser et de vous permettre de passer à autre chose en fait et de vous concentrer sur ce qui va vraiment vous apporter de la valeur ajoutée. Alors apparemment Ouais, ma caméra est en miroir donc on n'a pas vu, mais voilà, ça s'appelle Automate the Boring Stuff with Python. C'est écrit par Al Swegart, je vous mettrai les références et voilà, et on a F Gora qui nous partage le lien dans le chat. C'est vraiment top. une des références dans les bouquins Python. Et si vous voulez acheter un livre pour vous lancer, c'est probablement un des meilleurs choix. Bah cool, j'irai checker parce que j'ai aucun bouquin. Enfin si, on en a un au bureau. Euh, une grosse Bible Python, un peu barbante. J'ai dû ouvrir 2 pages. Voilà, en tout cas, c'est possible pour n'importe quel SEO de passer de Excel à Python. Si vous automatisez sur Excel beaucoup de choses pour gagner du temps, vous allez adorer le faire avec Python.
Eh ben, Après, j'avais une autre image qui est assez cool, c'est en commençant, parce que maintenant ça fait un peu plus d'un an que je fais ça assez régulièrement, j'avais l'impression de découvrir un nouveau RPG en open world, tu vois, genre, t'as un peu ce sentiment de, bah, tu sais pas où aller, il y a énormément de trucs à faire, tu peux faire du farming juste à côté ou explorer sans cesse et te perdre de vue ton objectif aussi. Donc c'est un peu ça, une fois que c'est vraiment passionnant, quoi. Donc là, voilà, j'ai pas vu toute la map encore. ah oui, je pense que personne ne l'a vu. Mais effectivement, je partage cet avis. C'est même parfois un peu frustrant parce qu'il y a plein de choses qu'on a envie de tester. Et en même temps, comme tu le disais au début, quand on retombe sur le code qu'on a fait il y a quelques temps, qu'on a appris de nouvelles choses, on se dit, bon, en fait, ce que j'ai fait, c'est nul, je vais le refaire. Et on se perfectionne petit à petit comme ça. Mais c'est assez passionnant. Et encore une fois, je ne saurais que répéter ça, mais vraiment, je pense que la meilleure manière d'apprendre ce genre de choses, c'est la pratique. Tu as donné l'exemple tout à l'heure du sport, c'est pareil également en musique, etc. Si on veut progresser dans ce genre de discipline-là, il y a pas de secret, il faut s'y mettre. Et vraiment, j'aime beaucoup ton approche et je pense que c'est une des bonnes raisons pour lesquelles il fallait, euh, il fallait que tu viennes ici, c'est que voilà, commencer par des choses relativement simples et ajouter des étapes petit à petit, ça permet de faire pas mal de choses. Alors, F. Gora nous dit qu'il faut être freelance et pas avoir de clients pour avoir du temps. Alors, je dirais pas que j'ai pas de clients, bien au contraire, mais en tout cas, je pense pas que être freelance ce soit la situation la plus Bah, facile pour avoir du temps. Ça dépend de chacun, en fait. après, moi, j'ai la chance en fait, si j'ai pu libérer du temps pour pratiquer, c'est que dans mon boulot, il faut que j'accompagne les clients et certains ont commencé à me poser des questions avec l'API, à venir avec des problématiques. Euh, et du coup, j'ai eu du temps à y consacrer. Donc, c'est aussi cet avantage-là. Donc, j'ai pu commencer avec une API et puis après comprendre et un peu m'en libérer, sortir. Après, le temps pour faire du Python, c'est sûr, il y a quand même un minimum d'investissement en temps. Parce qu'au début, on galère parfois des heures sur des petites choses bêtes. Voilà. Mais pas la peine d'avoir tout le setup, etc. pour se lancer, ça c'est clair. On peut y aller juste avec un navigateur, un outil. Voilà. Donc, tester un collab qui existe, il suffit de se libérer une demi-heure, 40 minutes. Euh, et voilà, il suffit de suivre les étapes, suivre les instructions. Voilà. Et petit à petit, on y vient, on commence à comprendre des choses et on peut personnaliser et puis finir par créer quelque chose de zéro, quoi. Ouais. Alors, je vais partager dans le chat un lien vers, si j'y arrive, un lien vers une page de XKCD pour ceux qui connaissent par rapport à ça justement. Mais en fait, effectivement, il y a un investissement de départ et il y a toujours du temps à passer, on va dire, la première fois que tu fais quelque chose parce qu'il faut automatiser et ça prend parfois du temps. Mais du coup, là, c'est une petite illustration humoristique, on va dire, qui nous montre combien de temps on gagne finalement si on automatise une tâche de une minute qu'on répète tous les jours ou ce genre de choses-là. Et ça peut permettre de aussi calculer grosso modo est-ce que ça vaut le coup d'automatiser ou pas. Ouais. Moi, ce que je rajouterais à ça, c'est aussi que j'expérimente de plus en plus aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus rapide pour moi finalement d'automatiser des choses parce que je commence à avoir vraiment l'habitude de faire des trucs, parce que Hmm. j'ai déjà des briques que je peux réutiliser pour faire telle ou telle chose, etc. Et finalement, rajouter une corde à mon arc devient beaucoup plus rapide qu'il y a quelques années quand j'étais moins expérimenté. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde finalement. Encore une fois, hein, vraiment, je pense que le plus dur, c'est de se lancer, quoi. Eh bien, parfait. On va peut-être terminer sur ces mots. Ouais, bah, pour clôturer peut-être, une question qu'on se pose peut-être dans le chat, même si on n'ose pas la poser, c'est
tous ces use cases que tu nous as évoqués, et je sais qu'il y en a plein d'autres, comment on s'y prend si on veut, si on est client on-crawl et qu'on veut les mettre en place? On vous contacte comment? Nos clients savent comment nous contacter. Non, mais après, moi, vous pouvez me contacter sur LinkedIn si vous avez envie de discuter, franchement, avec plaisir. En plus, voilà, si vous avez l'outil ou si vous avez l'intention de le tester, l'outil, venez, n'hésitez pas, on discute. Moi, avec plaisir pour vous partager le code directement, hein. Franchement, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, après, chaque client a son contact dédié, on va dire. Et il y a notre support aussi, via le chat. Donc on est assez facile à contacter et on est disponible sur les horaires de bureau. Et je voulais te remercier aussi pour l'invitation. C'était super cool. Avec plaisir. Bah, merci beaucoup en tout cas. C'était vraiment un plaisir de te recevoir ici, et puis j'espère qu'on aura d'autres occasions. Merci à ceux qui étaient présents en live, et puis également à ceux qui nous regarderont en replay, parce que je pense qu'il y aura aussi un peu de replay. Ouais. On va s'arrêter là. Je vais remettre un peu de musique pour la fin. Du coup, bah, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, et puis on attaquera probablement un nouveau projet. Alors il y a des gens qui sont arrivés un peu tard, mais oui, vous inquiétez pas, le temps que j'upload ça sur YouTube, il y aura un replay dans les jours qui viennent, et puis je le partagerai sur les bons réseaux. Voilà, merci encore à tout le monde, et puis à très bientôt. Ciao.